Bonjour Monsieur Balatin, Bonjour, merci d'être là aujourd'hui et d'échanger avec nous. un grand plaisir. On va peut-être commencer par vous demander de vous présenter. Oui, bien sûr. Donc du coup, je suis Benjamin Balatin. Je suis un ancien élève de Lyon que j'ai fait j'ai quitté il y a une quinzaine d'années. Depuis, je travaille dans les nouvelles technologies. J'ai été consultant pendant une douzaine d'années en organisation des stratégies des systèmes d'information. J'ai travaillé aussi sur tout ce qui est transformation digitale et nouvelles technologies et pas mal traité pour certains de mes clients des problématiques de cybersécurité. Voilà, et aujourd'hui, je suis depuis quelques semaines directeur de la transformation du groupe Fermob qui fait du mobilier d'extérieur. D'accord. Justement, on avait cru comprendre que vous aviez beaucoup travaillé sur des projets en fait en lien avec la Tout cybersécurité. à fait. Et c'est pour ça qu'on aimerait aujourd'hui orienter l'interview sur ce sujet, en particulier sur l'impact du big data sur les stratégies de cybersécurité. Oui, donc on aimerait vraiment susciter l'intérêt des étudiants pour le big data. Donc on sait que c'est un sujet très riche et qu'on ne pourra pas balayer tous les thèmes aujourd'hui, mais en s'intéressant au domaine de la cybersécurité, on aimerait un peu souligner les opportunités mais aussi les risques du big data. D'accord. Voilà, d'une part, on a l'évidence, en tout cas, ce qui nous semblait le plus accessible pour nous, c'est le big data aujourd'hui, c'est des quantités considérables d'informations sensibles et privées qui sont stockées en tout cas quelque part, et donc ça tout autant en fait de données qui sont potentiellement vulnérables pour des hackers. Oui, c'est vrai, donc notamment l'enjeu est encore plus fort lorsque ça touche vraiment aux données d'un tiers, parce que là ça va engager directement la responsabilité de l'entreprise. Après, l'intérêt c'est que d'autre part en fait dans les publications qu'on a pu voir, la tendance semblait porter sur les opportunités en fait du big data au niveau de la prédiction et de la prévention des failles dans la cybersécurité, qu'on verra un petit peu après. Donc, Ouais, on aimerait bien vous poser quelques questions générales d'abord pour commencer. D'accord. Non, mais en tout cas, le panorama déjà là que vous avez dressé est assez complet, puisqu'il y a effectivement bien les problématiques du côté des entreprises qui vont faire du big data, on va dire ça comme ça, en tout cas pour démarrer, et donc quels enjeux de sécurité particuliers elles ont, elles, de leur côté. Et puis après, il y a les opportunités, effectivement, que ces technologies dites big data amènent, effectivement, pour se défendre. Donc, c'est un bon panorama pour démarrer. justement, qu'est-ce que le big data pour vous? Comment est-ce que l'arrivée du big data a pu transformer votre mission en tant que consultant? Comment est-ce que ça a pu apporter de nouveaux enjeux pour vos clients? Alors, ce que c'est pour moi, alors après je suis pas le grand spécialiste, donc je vais pas me risquer dans la définition avec, je sais plus quoi, les 3V là, ou les 4V, volume, vélocité, voilà, qui définissent le concept de big data. Il y en a qui l'ont fait bien mieux que moi. En revanche, pour moi, déjà, je dirais il y a deux choses qu'on a un peu tendance à amalgamer sous le terme big data. Il y a la partie effectivement concentration de très grands volumes de données, d'où le nom big data. Et ça, c'est vraiment devenu nouveau. C'est depuis 5-6 ans, parce qu'il y a eu des ruptures technologiques dans les infrastructures, dans les serveurs, et dans la capacité de stocker et d'interroger, d'analyser ces données. La capacité aussi de traiter des données de type différents, ce qu'on va appeler des données structurées d'un côté, donc je sais pas, des chiffres, des mots, des choses facilement identifiables, et des données non structurées, type du son, de la vidéo, ce genre de choses. Donc ces technologies ont rendu ça disponible. Et puis l'autre morceau, c'est en fait toutes les technologies d'exploitation de ces données, ce qu'on appelle les analytics. Ça, c'est moins nouveau, ça s'est beaucoup perfectionné ces dernières années, mais c'est ce qu'on appelait il y a 10 ans le BI pour Business Intelligence. Donc c'est toutes ces technologies qui vont permettre, je dirais, Excel est l'ancêtre, presque l'ancêtre de l'analytics, mais en tout cas, ou les premières bases de données avec Rocket. Et donc ça va permettre de le faire. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai fait une mission il y a je sais pas, une petite dizaine d'années chez EDF pour faire la segmentation des clients. EDF, en fait, leurs clients, à l'époque, c'était encore un monopole, c'était l'ensemble de l'économie française, donc c'était 38 millions de clients. Donc pour traiter les données
relatives à tous ses clients et pouvoir après les affecter dans des segments marketing en fonction de la typologie du potentiel de client. Bah, quand on appuyait sur le bouton pour lancer la segmentation, on revenait le lendemain, grosso modo, il fallait 24 heures pour que ça sorte. Et puis si on s'apercevait qu'il y avait une erreur dans le résultat, bah, on demandait au gars de modifier un peu les requêtes, et derrière, c'était re 24 heures. Aujourd'hui, il y a des technologies, voilà, analytics, qui permettent de faire ça de manière quasi instantanée. Donc c'est vraiment ces deux révolutions, je dirais, la capacité d'avoir des très grands volumes et des sources de données très variées, et puis de l'autre côté, des technologies d'analyse très fines et très performantes qui créent l'opportunité du big data, et moi c'est comme ça que je le définis aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments. On pense aussi que l'évolution du big data elle va se faire en lien aussi avec les évolutions de l'intelligence artificielle et du machine learning. Donc vous, est-ce que vous avez déjà eu des projets de ce type? Alors, c'est quoi votre avis sur la question? Alors moi, j'ai pas été confronté à ces problématiques-là directement, parce qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup sur des applications prospectives, avec pas mal de recherches. Je dirais, aujourd'hui, il y a pas mal de startups qui se montent là-dessus. Moi, c'est vrai que mon travail de consultant, il est plus pour des entreprises dont la technologie n'est pas forcément le cœur de métier, mais plutôt de comprendre comment la technologie vient entrer dans leurs usages. Donc l'intelligence artificielle, on va commencer à la voir arriver là en ce moment et dans les années qui viennent sur ok, c'est quoi les usages et les applications dans les entreprises. Typiquement, là, la semaine dernière, je regardais, il y avait la conférence Dreamforce à San Francisco, qui est le grand événement annuel de Salesforce. Enfin, il doit y avoir à peu près 170 000 clients qui viennent à San Francisco. Donc, si vous prenez à San Francisco cette semaine-là, tous les gens qui sont là ont un badge invité par Salesforce quasiment. Et le grand thème, c'était l'intelligence artificielle avec leur assistant là, qui s'appelle Einstein, je crois, donc, qui est l'équivalent un peu d'un Watson chez IBM, enfin, voilà, qui va venir mettre des capacités d'intelligence artificielle là-dedans. Alors après, l'intelligence artificielle, la même chose que pour les analytiques, c'est pas si nouveau que ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, il y avait une intelligence artificielle qui s'appelait Halluciné. J'appelais avec le téléphone dans une cabine, et à partir d'un numéro, je pouvais en appuyant sur les touches, ça connaît les horaires de cinéma à côté de chez moi. Et ben, d'une certaine manière, il y avait une intelligence artificielle de l'autre côté. Basique, elle faisait des choix avec un arbre de décision qu'on peut assez facilement dessiner. L'intelligence artificielle aujourd'hui, grâce aux technos type Big Data, elle est capable de traiter un nombre d'informations qui fait que elle va battre, elle a battu les champions d'échecs, maintenant elle bat les champions de jeu de Go, et elle est capable de penser des choses à très grande échelle. Donc d'un point de vue techno, les deux sont liés. Après, d'un point de vue usage, aujourd'hui, il y a des usages avérés du big data dans les entreprises pour analyser des données clients. Les usages de l'intelligence artificielle sont en train d'être testés et d'être découverts. Il y a 2 ans, on parlait beaucoup des chatbots, donc des assistants conversationnels sur les messageries type Messenger. Ouais, c'est une forme d'intelligence artificielle. Bon, il y a eu un petit coup de hype là-dessus. Là, c'est un peu dans le creux. Et je pense qu'on va avoir pas mal de choses comme ça, où on va nous dire « Ah, c'est génial, on a trouvé la super application de l'intelligence artificielle ». Il y en a une grande partie qui durera quelques mois, et puis on va trouver petit à petit les vrais usages. Et vous avez pu travailler aussi autour de l'Internet des objets. Oui. Parce ce qu'on se disait, c'est que ces objets connectés vont encore changer cette notion de big data et lui donner une nouvelle ampleur encore. Comment est-ce qu'on peut se préparer? Parce qu'en fait, si on réfléchit vraiment à ce qu'est un objet connecté et ce qui le différencie d'objets électroniques qu'on pouvait avoir avant, c'est justement sa capacité à envoyer des données. C'est-à-dire qu'à partir d'un petit bracelet tracker d'activité ou quelque chose, ou aujourd'hui d'un appareil, moi je l'ai vu dans le monde de l'électroménager qui était aujourd'hui un ustensile branché, ces objets-là vont se mettre à émettre des données. Et donc ces données, derrière, elles vont pouvoir être réutilisées par des entreprises pour
pour fournir un service à leurs clients. Alors, votre bracelet connecté, bah, il vous fournit quoi comme service? Il vous donne des informations sur votre état de forme, des conseils de santé, des recommandations sportives. Donc, on est plutôt, on va dire, dans le style de vie, le bien-être. Voilà. Sur un appareil électroménager, ça peut être à la fois du service pour vous sur des conseils culinaires. Ah, bah, on s'aperçoit que vous cuisinez souvent tel ou tel aliment, que je sais pas quoi, vous mangez plutôt du chaud, du froid, donc on va vous proposer de faire un gazpacho, une soupe, ou j'en sais rien, ou un bœuf bourguignon. Ça, c'est la question de service, mais c'est aussi tout un tas de données en toile de fond qui sont récupérées, à la fois pour comprendre comment les gens utilisent les produits, et peut-être penser et pouvoir penser les produits de demain de manière silencieuse, là où jusqu'à présent il fallait aller interroger les gens avec tous les biais que ça pouvait comporter, et puis aussi des données, je dirais, techniques sur comment fonctionnent les produits. Donc typiquement, je reprends mon exemple de l'électroménager, ben, un produit, il était vendu à un client, il disparaissait du radar de la société, puis peut-être un jour il revenait dans l'histoire via un problème de SAV. Et puis on pouvait peut-être découvrir que tiens, il y avait des problématiques sur des résistantes chauffantes ou ce genre de choses. Là, le produit, tout au long de sa vie, va émettre des informations et on va pouvoir, du coup, le contrôler et apprendre des choses sur la manière dont il vit tout au long de sa vie. Donc, en fait, ces objets connectés, elles vont ramener un torrent et un volume de données qui est considérable. Parce que si on réfléchit à ça, bah, ça veut dire que c'est des millions ou des milliards de pièces. Je crois que Gartner disait qu'en 2017, il y avait à peu près 8 milliards d'objets connectés qui, eux, renvoient toute la journée des messages de quelques kilo-octets. Donc, quand on multiplie ça par 8 milliards, c'est complètement colossal. Et donc, il faut des technologies type Big Data pour pouvoir les exploiter. Après, ça ouvre d'autres questions du genre, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'on le stocke? Est-ce qu'on n'est pas en train d'amasser de la donnée alors qu'on ne saura jamais quoi en faire? Donc ça, c'est plein de questions qui sont en train de s'ouvrir dans les entreprises, et de se dire, ah tiens, j'ai lancé un produit connecté, mais derrière, tout ce volume de données que je récupère, comment je vais l'exploiter? Et là, il y a de l'exploration à faire. Et justement, en termes de cybersécurité et de protection, ce que vous disiez, c'est qu'on a effectivement de plus en plus de données, mais des données qui sont fragmentées, qui sont déstructurées. Comment prioriser les données qui sont les plus critiques qu'on va chercher à protéger? Alors, je dirais, cette question, elle n'est pas nouvelle pour le Big Data. Je dirais que par contre, le Big Data la rend nécessaire. Mais il y a 5-6 ans, là, quand on a commencé à avoir un vrai virage dans la problématique de cybersécurité. Alors, ce que j'appelle le vrai virage, c'est de dire, pendant des années, on a vécu sur le postulat qui était de dire, la cybersécurité, c'est comme protéger une forteresse. Donc, plus je vais mettre des grosses remparts avec des grosses tours et puis je vais creuser des douves et des machins, moins les gens ils rentreront dans mon château. En fait, les technologies modernes sont venues dire, bah ouais, mais en fait maintenant tout est interconnecté, c'est-à-dire que mon château il communique avec celui du voisin, et puis mes fournisseurs ils rentrent dedans, mes clients aussi un peu. Donc la notion de faire du périmétrique, c'est devenu complètement obsolète, parce que de toute manière, il y a des gens, il y a des éléments malveillants qui vont rentrer d'une manière ou d'une autre. On ne peut plus tout protéger et ça ne sert à rien de continuer sur ces murs. Donc on s'est dit, ce qu'il faut, c'est savoir, là, dans tout ce qui transite dans mon univers, qu'est-ce qui est critique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est confidentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui peut sortir de l'entreprise et qu'est-ce qui doit rester à l'intérieur. Et dans ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce que tous les employés peuvent savoir, qu'est-ce que seul un petit nombre doit savoir parce que c'est confidentiel, et qu'est-ce qui est vraiment limité parce que c'est secret. Et encore, quand je dis ça, j'invente rien. C'est exactement le principe de la classification dans le monde militaire. Vous avez du confidentiel, confidentiel défense, secret défense, et on segmente ces informations. Bah, l'idée, c'est de se dire, les informations que j'ai dans mon entreprise, je vais aussi les classifier de la même manière, et plus elles vont être critiques, plus je vais investir sur les moyens de sécuriser, plus je vais
m'assurer de leur localisation, plus je vais traquer les flux qui font transiter ces données. Mais dans l'absolu, les choses qui sont publiques, j'ai envie de dire, moi demain je suis une entreprise type Carrefour, je vends des choses, mon catalogue produit, il est public. Je n'ai pas besoin de mettre des mégatonnes de sécurité sur ma base de données produits. Je dois me protéger, m'assurer que je n'ai pas quelqu'un de malveillant qui va rentrer et changer tous les prix. Mais je n'ai pas besoin de la blinder comme, je ne sais pas, peut-être certains accords que je dois avoir avec des fournisseurs, mes marges, machin, enfin des informations plus confidentielles. Le big data, ça amène quoi comme problématique? C'est que plus j'ai d'informations, plus c'est compliqué de faire le tri, plus c'est compliqué de savoir ce que je dois protéger. Donc, premier truc, le problématique du volume. Deuxième chose, je récupère des données sur mes clients. Donc, je rentre dans le domaine de... Une grande partie des données que je récupère sur mes clients sont qualifiées de données personnelles. Et sur ces données personnelles, il y a des règles qui existent aujourd'hui, qui vont s'alourdir considérablement au mois de mai prochain avec le règlement européen là, qui s'appelle GDPR. Il y a des règles qui peuvent être aussi différentes en fonction des États. Et donc, quand je vais récupérer cette information-là, moi, il va falloir que je mette en place des choses pour protéger ces données. La première chose, c'est de se dire, si moi, consommateur, j'ai accepté qu'une société récupère des données sur moi, j'attends d'elle qu'elle ne se les fasse pas voler. Si elle se les fait voler, derrière, elle s'expose aujourd'hui à des conséquences légales importantes. C'est-à-dire que déjà, si elles se les font voler, elles vont devoir le déclarer aux autorités, elles vont devoir moi m'en informer. Donc, première conséquence, l'image. Les autorités sont susceptibles de leur infliger des amendes si elles se sont fait voler suite à une erreur ou un manquement de leur part. Et les amendes peuvent être considérables, ça peut monter maintenant jusqu'à quelques pourcents de leur chiffre d'affaires. Quand vous prenez des boîtes qui font quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous voyez l'addition, comment elle peut monter. Et puis derrière, moi, consommateur, je peux aussi porter plainte pénalement, et auquel cas, les dirigeants de ces entreprises peuvent être condamnés de manière pénale. Donc, ça veut dire que quand je vais rentrer dans le monde du big data et de l'analytics, il va falloir que je gère toutes ces contraintes-là que je n'avais pas à gérer avant. Et c'est là où alors, c'est à la fois des problématiques de sécurité, mais c'est aussi des vraies problématiques de processus internes, savoir contrôler et maîtriser ces processus. Ce sont des problématiques légales ou juridiques, c'est-à-dire est-ce que j'applique bien les réglementations qui sont en vigueur, est-ce qu'avec mes partenaires et sous-traitants qui potentiellement peuvent accéder à ces données, j'applique bien les règles. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Alors beaucoup d'entreprises vont aller se cacher derrière le fait de dire oui, mais les traitements que je fais sont anonymes. C'est-à-dire que j'ai un grand nombre de données et je ne vise pas spécialement vous, moi, mais je travaille sur des masses. Sauf qu'il faut prouver techniquement que ces données elles ont été anonymisées ou transformées. Souvent, ce qu'on doit faire, c'est elles sont, comme ils disent, pseudonymisées, c'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est le profil de Benjamin Balatin, ça va être le profil de Tartampion. Et puis, on va tous avoir des... c'est ce qui peut être utilisé sur pas mal de technologies, notamment marketing, effectivement, pour créer des profils types d'utilisateurs. Et puis après, derrière, il y a qu'est-ce que mes consommateurs sont prêts à accepter. Moi, je l'ai vu dans le domaine bancaire, il y a eu des tentatives effectivement d'utilisation de Big Data pour essayer de comprendre les habitudes de consommation des gens et pouvoir leur proposer des services adaptés en fonction de ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter. On se rend compte qu'en fait, le grand public n'est pas prêt à ce que sa banque fasse l'analyse des dépenses. Et que pour un citoyen en général, c'est très mal vu de dire tiens, je sais pas, j'ai l'habitude de consommer du fast-food, là je vais tout le temps au McDo à Écully,
Et donc, du coup, ma banque, elle a vu que j'étais un consommateur récurrent, et puis en fait, elle a un contrat publicitaire avec Quick, et du coup, elle va m'envoyer un truc en me disant, bah tiens, si avec ta carte bancaire, tu vas chez Quick, tu auras 3 euros de réduction. Et ben, donc on pourrait considérer que voilà, c'est un service qui est adapté à ma consommation, mais la plupart des gens trouvent ça choquant que la banque ait pu analyser leur truc. Donc, ces offres-là, aujourd'hui, ne sortent pas sur le marché, justement, euh, par souci de respect de la vie privée, de la tolérance des consommateurs. D'accord. Donc, si je vous ai bien compris, il y a donc bien une méthode et des règles à suivre quand il s'agit de se protéger. Il y a certaines choses que vous recommanderiez à chaque fois. Bah, déjà, voilà, moi, le discours que j'ai tenu pendant longtemps à mes clients, c'était de dire la première chose pour se protéger, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai à protéger. Enfin, et là-dessus, il faut se rendre compte que on essaie de ramener des choses qui sont du bon sens. C'est-à-dire que vous partez en vacances chez vous, vous dites ah, j'ai un risque que ma maison soit visitée. Bah, vous allez regarder qu'est-ce qu'il y a de la valeur chez vous. Vous allez classer les choses. Ça a de la valeur marchande importante parce que ça coûte très cher. Je sais pas, ça peut être des bijoux, des choses comme ça. Ça a une valeur sentimentale. C'est je sais pas quoi, la montre de mon grand-père et tout. Et donc, chacune de ces choses-là, vous allez les protéger de manière différente. Il y a peut-être des choses, vous allez dire, ça c'est tellement précieux, ça ne peut pas rester chez moi, donc je sais pas, je l'emporte avec moi. Ah non, là où je vais en vacances, c'est pas assez sécurisé. Bah, je le mets peut-être dans une banque, dans un coffre à l'extérieur, ou je le mets dans un endroit sécurisé chez moi, ou je sais pas quoi, ce truc-là, je vais le cacher dans mes chaussettes. Enfin, et finalement, vous allez appliquer à vos biens exactement la même chose que ce qu'il faudrait faire en entreprise, c'est-à-dire dans un système d'information, j'ai des choses qui sont plus ou moins critiques, plus ou moins confidentielles, plus ou moins précieuses, et donc à partir de là, il faut que je les protège en conséquence et du coup de manière adaptée. Donc les protéger, ça peut vouloir dire mettre des barrières, ça peut vouloir dire les surveiller. Ça peut vouloir dire contrôler les accès, qui accède à cette information et suivre tout ça. Et c'est là où le big data va devenir aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que à l'échelle de mon domicile, j'arrive à peu près de manière intelligible à penser aux 10, 20, 100 objets qui ont de la valeur, 100 objets qui ont de la valeur chez moi. Là, quand on va parler à l'échelle d'une entreprise, d'une banque, on va parler de centaines de milliers, voire de millions d'informations. Et donc, si je veux suivre les traces et tout ce qui se passe sur toutes ces choses-là, c'est colossal. Et le big data, en fait, va me permettre de pouvoir analyser ces données et les analyser à des fins de sécurité. Donc, me dire, tiens, je vais suivre toutes les connexions sur un serveur, et puis derrière, je vais avoir des algorithmes d'analytics qui vont être capables de détecter un comportement anormal, un comportement frauduleux. Tiens, cet utilisateur qui ne s'est jamais connecté au serveur se connecte pour la première fois. Premier niveau d'alerte. Donc ça, je peux aller vérifier, tiens, ah bah oui, c'est un nouvel utilisateur qui a été autorisé. Peut-être il n'a pas été autorisé. Cet utilisateur, il se connecte pour la première fois et il télécharge un volume important de données. Donc potentiellement, deuxième niveau d'alerte. Et ainsi de suite. Et donc, ces technologies vont permettre de à la fois surveiller un volume très important de données et en même temps, là-dedans, d'aller chercher des comportements anormaux. C'est ce qui a été aussi développé typiquement dans les banques pour identifier la fraude ou ce genre de choses. C'est-à-dire, parmi mes milliers d'utilisateurs qui sont sur un système tous les jours et qui en ont une utilisation normale, comment j'identifie la brebis galeuse qui, elle, en a une utilisation anormale. Et donc, les algorithmes Big Data, ça permet de faire ça. D'accord. Donc, le data analytics va permettre une meilleure prédiction, en fait. Exactement. Ouais. Donc, on va justement rentrer, effectivement, dans le domaine de la prédiction, c'est-à-dire on va identifier ce que les sales
data scientists appellent des patterns, donc des types de comportements qui s'apparentent à de la fraude, qui s'apparentent à de la faille de sécurité, et donc on va les analyser. Donc aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui ont été développés et qui existent sur le marché, qui fonctionnent. Par contre, ce n'est pas suffisant, parce que ce que nous apprend aussi l'histoire des grandes failles de sécurité, et c'est l'exemple de ce qui arrive aux États-Unis il y a maintenant 3 ou 4 ans, il y a le 3e distributeur américain, donc dans le retail, le groupe Target, qui s'est fait voler, je crois, 32 millions de numéros de carte de crédit. Donc effectivement, les pirates sont entrés dans le système en volant le login mot de passe d'un sous-traitant. Voilà, donc là, on est déjà sur... finalement, ils ne sont pas rentrés comme dans James Bond en craquant le système. Ils sont rentrés par une défaillance humaine. Je pique un mot de passe, je pique un accès. Donc déjà, premier truc qui n'a rien à voir avec la technologie, former les gens aux bonnes pratiques de sécurité. Je ne donne pas mon mot de passe au voisin, je n'écris pas sur un post-it. Enfin, voilà, donc, je fais ce qu'il faut pour qu'il reste personnel et confidentiel. Bon, ils ont l'accès, ils rentrent dans le système, ils créent un petit espace de stockage, machin, puis ils aspirent les numéros de carte bleue, et puis quand ils en ont un certain nombre, ils font sortir du système. Et donc là, il y a un gros volume de données qui part vers un pays d'Europe de l'Est. Et ces gens-là, chez Target, ils avaient mis un super système de sécurité développé par des anciens de la CIA, un truc qui s'appelle FireEye, qui est super bien, et qui a repéré ce truc-là. Ça lève une alerte. Bon. Alerte, pas traitée. Les mecs ressortent une deuxième fois plusieurs millions de données, ça lève encore une alerte. L'alerte est sûrement analysée par des gens dans les services informatiques, mais ça ne remonte pas au management de l'entreprise. Et à la troisième sortie importante de données, là, ils ont reçu un coup de téléphone du FBI qui surveille un peu tous les flux entrants, sortants, notamment pour les problématiques de terrorisme, et qui leur dit écoutez, là, ça fait plusieurs fois qu'il y a des volumes très importants de données qui partent de votre entreprise et vont vers des serveurs dans les pays de l'Est. Et donc là, la mécanique, elle se met en branle. Et donc ça montre que, encore une fois, la sécurité, elle ne se limite pas à une problématique technique. Identifier un intrus, identifier un mauvais comportement, la techno, elle sait le faire. Par contre, après, derrière, il faut qu'il y ait des humains qui interprètent cette alerte et qui prennent des décisions. Or, en l'occurrence, chez Target, il s'était arrêté au stade de dire on a acheté un super système, on est protégé. Mais ils n'avaient pas du tout pensé à mettre en place une gouvernance pour traiter les alertes et les risques de cybersécurité. Donc, comme toujours dans les trucs de techno, le big data c'est bien, les analytics c'est super, mais si à la fin, alors après peut-être que derrière on va dire on va mettre des intelligences artificielles pour interpréter ces trucs-là, mais à la fin il faut quand même qu'il y ait un homme ou une femme qui soit là pour prendre des décisions et interpréter ce truc-là et dire ok, compte tenu de ce qui se passe et de tout ce qui a été analysé par toutes ces technologies super intelligentes et super puissantes, je prends la décision A ou je prends la décision B. Je ferme la fuite, j'appelle un plombier pour réparer, ou je laisse le truc continuer à fuir. Bon. Je crois qu'on a un peu fait... Oui, on a fait le tour des questions. Des questions. Vous avez répondu à certaines questions avant même qu'on vous les pose. D'accord. Non, mais c'était un petit peu ce qu'on voulait voir justement au niveau de l'utilisation de la data analytics pour la cybersécurité. C'est là où on voulait en venir, donc c'est intéressant. Et puis on a abordé aussi le point sur l'utilisateur qui est souvent la faille. Donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour ce podcast. Donc merci. Écoutez, avec grand plaisir. Ouais, c'est des sujets sur lesquels je peux parler assez longtemps. Merci. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup.